Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne vous ferai pas une vidéo sur l'entraînement. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'anxiété. Dans le fond, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que je remarque que beaucoup de gens sont anxieux, ils vivent avec ça tous les jours, puis c'est vraiment handicapant pour certains. Donc, ce que je vais faire, je vais vous raconter mon histoire au complet pour la première fois. Mon but, c'est de donner espoir à ceux qui en ont plus, puis leur montrer que oui, l'anxiété, on peut s'en sortir. Je reviens de loin, si on peut dire ça comme ça. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais je m'en suis sortie aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un message d'espoir que je veux vous communiquer. Donc, moi, quand j'étais petite, j'ai vécu des événements traumatisants qu'un enfant ne devrait pas voir ou endurer. Ce qui a fait de moi une petite fille déjà très stressée. Toute petite, j'avais déjà très mal au ventre. C'était très dur d'aller à l'école. J'ai commencé par faire de la phobie scolaire, donc j'avais peur qu'on m'interroge à l'école. En plus, j'avais un enseignant à une certaine année qui faisait exprès de me passer au tableau sur des choses d'orthographe, là où j'avais plus de mal. Puis il y avait beaucoup de moqueries autour de moi. Donc, je trouvais ça vraiment difficile. J'avais un poids qui variait beaucoup aussi. Donc, on se moquait de moi quand j'avais un surplus de poids. Donc, si on regarde mes photos scolaires, ça passe vraiment d'une fille grosse à une fille plus mince. C'est vraiment pas stable d'une année sur l'autre. Donc, on se moquait souvent de moi à l'école. J'étais à part parce que je n'osais pas jouer. J'avais toujours peur de ne pas comprendre. En fait, je me trouvais vraiment stupide. Je pensais pas réussir à être comme les autres. Je me sentais vraiment différente, puis j'avais l'impression de ne pas avoir les mêmes questionnements aussi que les autres. Les personnes vers lesquelles j'étais attirée, c'est les personnes qui avaient des problèmes. J'avais envie vraiment de les aider. Puis on dirait que déjà à l'époque, c'était comme un but pour moi d'être attirée vers les gens qui avaient des problèmes. Donc mon stress a commencé vraiment là. Mais il s'est amplifié plus tard. Dans le fond, je suis arrivée au secondaire. C'est sûr que c'était encore plus stressant parce que je passais dans une plus grande école. Dans le fond, je passais d'un petit village à une ville. Donc, j'ai vraiment commencé un stress un peu plus intense. J'avais encore plus mal au ventre. Je faisais encore plus d'insomnie. J'avais de plus en plus le stress de l'école, encore plus le stress de me faire interroger. Et je commençais à vraiment avoir des symptômes de TAG, des troubles anxieux généralisés qu'on appelle. Donc, qu'est-ce que c'est un TAG? Moi, ça a commencé par, mettons, des fois, j'avais mal à la poitrine et c'est ça que ça fait des fois quand on est stressé. Pour moi, dans ma tête, j'allais faire une crise cardiaque. Quand j'avais mal à la tête, pour moi, j'avais le cancer. Je pense que tout ce que je voyais comme maladie autour de moi, je me l'assimilais. Donc, ça devenait vraiment horrible. Et j'ai commencé à développer des troubles obsessionnels compulsifs. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent tellement se montrer de différentes formes. Au cours de mon explication de mon histoire que je vais vous raconter, je vais vous donner des explications sur moi, ce que je faisais. J'ai commencé avec deux choses, dans le fond, à la fin de mon primaire, au début du secondaire. J'ai commencé avec les boutons de lumière. Ça allait d'abord, les boutons de lumière dans ma chambre. Dans le fond, j'allais au bouton, puis là, il fallait que je compte. C'était toujours par série de 3 quand j'étais stressée, il fallait que je compte. Puis j'appuyais vraiment en dessous du bouton, puis il fallait que j'appuie fort, puis là, je comptais, je fermais les yeux, je comptais. Seulement, des fois, il fallait faire attention parce que je voulais pas que les membres de la famille me voient, qu'ils me prennent pour une folle. Donc, des fois, c'était paniquant, puis je pouvais y passer vraiment du temps à revenir sur mon bouton de lumière si je voyais quelqu'un passer ou quelque chose comme ça. Donc, ça a commencé avec ça, mais aussi avec un chandail. J'avais un petit chandail blanc à côte un peu. Ce chandail-là était comme, je sais pas pourquoi, rassurant. Peut-être que je l'avais mis une journée où ça avait bien été. Et du coup, quand j'avais quelque chose qui me stressait encore plus, il fallait que je mette ce chandail-là.
Mais seulement, ma mère ne le lavait pas tout le temps vite, vite. Là. On s'entend qu'une famille de 4, c'est pas toujours le jour même qu'elle lavait les choses. Donc, des fois, j'étais obligée d'aller le rechercher toute sale pour le porter. C'était vraiment, ouais, quand j'y pense. Mais c'était la seule façon que je fasse pas d'attaque de panique de porter ce chandail blanc. Donc, au secondaire, je suis arrivée déjà avec ces troubles-là. Mais ma deuxième année de secondaire, il y a eu un événement qui a tout bousculé encore plus fort. Dans le fond, en classe, je me suis fait virer d'un cours avec une amie parce que je crois qu'elle avait un petit toutou, je ne sais plus quoi, qu'on se lançait sur le bureau. Puis on a été virés du cours. Et bien sûr, on s'est pris des ordres de colle par la prof de français. Cette journée-là, on n'était vraiment pas bien, on pleurait, on était triste. Puis là, on s'est dit, oh, j'aimerais mieux être dans la peau de quelqu'un d'autre. Puis, je sais pas ce qui nous est passé par la tête. On est allés aux toilettes, toutes les deux, pour s'échanger notre chandail. Moi, c'était une personne que j'admirais, donc j'ai dit, ah, moi, c'est comme si je devenais elle, mettons, en s'échangeant les chandails. Ça paraissait banal. Mais cet événement a vraiment bouleversé ma vie. Dans le fond, des filles plus haut dans les classes ont porté la rumeur comme quoi j'étais lesbienne. Donc, à partir de là, ça a été de la violence scolaire que j'ai vécue. Ça a été vraiment très difficile. J'avais mon sac des fois vidé dans les ordures de l'école, on me crachait dessus, on m'envoyait des gommes dans le dos, on m'attendait à la sortie des cours pour me frapper. À la cantine, à la cafétéria, dans le fond, on m'a empêché plusieurs fois de manger. Donc, j'essayais d'avoir du pain comme je pouvais. J'ai essayé de me cacher sur l'heure du dîner. C'était vraiment l'enfer. On me faisait tomber, on m'insultait. Ça a été vraiment horrible. Je vous passerai certains détails. J'ai commencé à pouvoir en parler il n'y a pas tellement longtemps sans pleurer. Maintenant, je vis bien avec ça, mais ça a été dur ce que j'ai vécu. Ça a été vraiment l'enfer. Je rentrais à la maison, des fois j'avais des vêtements troués, puis je disais juste à mes parents que j'étais tombée. Donc, je m'en tirais comme ça. Pour les cours sportifs, c'était très difficile. On m'a déjà mis dans une douche tout habillée, on m'a poussé dedans, on me virait des vestiaires. Donc, je devais attendre que les filles se changent pour pouvoir me changer. Mais là, après, j'étais en retard. Je me faisais engueuler par l'enseignante dans l'autobus. Je ne vous raconte même pas comme c'était difficile. Donc, mes troubles se sont amplifiés. Donc, la phobie scolaire s'est amplifiée. La phobie sociale s'est amplifiée parce que dans le fond, l'amie avec qui l'événement s'est passé, j'avais plus trop le droit de traîner avec elle parce que ma maman pensait qu'elle avait une mauvaise influence, donc j'avais plus le droit. Mais c'était ma seule amie parce que les filles ne voulaient pas être avec moi parce qu'elles pensaient que j'étais lesbienne. Et les garçons ne voulaient pas être avec moi encore plus parce qu'ils le pensaient aussi. Donc, la phobie sociale est arrivée. Les troubles anxieux généralisés s'amplifient aussi. J'avais l'impression que j'étais tout le temps malade. Puis, j'avais tout le temps mal au ventre, mal au dos. Je vivais vraiment un enfer. Mon adolescence était très difficile. Et mes tocs ont continué. Dans le fond, j'ai commencé à inventer des codes. Alors, c'était des codes qui me sécurisaient avec des genres, je dirais pas des prières, mais genre, je faisais des phrases comme « je vous en supplie », puis je prenais les premières lettres de chaque mot, puis ça créait un code. Mais ensuite, je mettais des numéros qui me portaient bonheur et des choses qui me portaient bonheur. Comme au secondaire, j'ai eu un chien qui s'appelait Câlin avec un K. Je mettais toujours son K dans mes codes, des affaires de même. Puis je me récitais tout le temps ce code, toute la journée. Je l'écrivais dans mes trousses. Si je ressors mes trousses de quand j'étais au secondaire, ça doit être encore écrit dedans, dans le fond. Je tournais mes trousses, j'écrivais dedans le code et je les visualisais souvent avant chaque début de cours. Je visualisais mes codes.
Je ne sais pas pourquoi des codes comme ça, mais des tocs, c'est comme irrationnel. Ensuite, j'avais un grain de beauté dans la tête ici avant. Depuis, je me le suis fait enlever. Mais c'était le toucher puis compter toujours par des séries de 3 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais fallait que je fasse attention aussi au regard des autres pour pas qu'ils se moquent un peu plus. Alors, c'était pas évident. Des fois, je me cachais pour pouvoir compter avec mon grain de beauté. Il y avait aussi un autre toc qui a apparu, c'était croiser mes jambes. Dans le fond, je prenais les barreaux de la chaise, puis je croisais mes jambes, puis je comptais aussi. Donc, mes heures de cours consistaient à compter comme une fois je croisais mes jambes, compter mon grain de beauté, compter mes codes. Ça fait que j'étais un peu paniquée parce que je ne comprenais pas tous les cours. Arriver à la maison, faire les devoirs, c'était vraiment très difficile. Je comprenais pas tout parce que j'avais pas réussi à bien me concentrer parce que j'avais passé mon temps à stresser puis me demander si quelqu'un m'avait pas collé quelque chose dans le dos et qu'est-ce qui allait se passer à la prochaine récréation. Donc, j'ai jamais eu de bonnes notes. J'avais comme la moyenne, mais vraiment difficilement. Puis j'essayais de travailler beaucoup, puis c'était vraiment, vraiment très difficile. Ensuite, je suis arrivée au cégep. La violence a diminué parce que j'ai changé de place. C'était pas les mêmes personnes. Donc, c'est sûr que ça s'estompe petit à petit. Mais mes peurs, elles, ont pas disparu. Ça s'est amplifié parce que j'avais peur que ça recommence. Mes notes ont chuté. Je n'arrivais plus à suivre. J'essayais de travailler fort tout ce que je pouvais, mais j'arrivais vraiment plus à suivre les gens. J'avais l'impression que je commence à devenir émotive aussi, mais j'avais l'impression que tout le monde était plus intelligent que moi, que j'étais pas capable, puis que ça serait juste de pire en pire, puis que j'étais vraiment pas faite pour être là. Aller à l'école, c'était vraiment un enfer pour moi, incroyable. Puis je voyais les gens s'amuser, puis je comprenais pas. Je disais, là, voyons, qu'est-ce que j'ai? Je suis tellement différente des autres. C'était vraiment horrible. Et j'ai eu des nouveaux tocs encore. J'avais une chaîne dans le cou. On m'avait offert une chaîne en argent avec un petit singe accroché. Un membre de la famille qui me l'avait offert. Parce que j'aimais beaucoup les singes. Le problème, c'est que c'est devenu un autre toc de plus. Dans le fond, le fermoir qui est derrière une chaîne, je le touchais tout le temps, puis je comptais, puis je comptais. C'était très difficile. Ça en était un autre de plus des autres parce que les autres disparaissaient pas, ça faisait juste que s'enchaîner. Et j'avais des chaussettes grises avec des petites vaches dessus. Puis ces chaussettes-là sont devenues mes chaussettes porte-bonheur. Donc, comme le chandail blanc, il fallait que je mette ces chaussettes-là les fois où j'étais le plus stressée. Le problème, c'est que ça arrivait comme de plus en plus souvent. Donc, des fois, je mettais ces chaussettes par-dessus des chaussettes propres parce que celle-là était sale. Donc, ça devenait vraiment horrible et j'avais vraiment chaud aux pieds. La dernière année de cégep, j'ai rencontré mon ex-mari et quelques mois après, on allait à l'université. On a décidé de vivre ensemble. J'avais peur parce que j'étais persuadée qu'il ne pourrait pas m'aimer, qu'il ne pourrait pas aimer quelqu'un comme ça. Puis j'avais peur parce que je me dis, il va vraiment découvrir qui je suis. Puis c'était très difficile. Puis je trouvais tellement quelqu'un que c'était quelqu'un de bien. J'avais vraiment très peur, mais je me suis lancée parce que je me sentais en sécurité pour la première fois. Et effectivement, il a vu que ça allait pas bien. Il a remarqué mes tocs, puis il a remarqué mon angoisse. Je suis allée voir un psychiatre et j'ai commencé une thérapie comportementale et cognitive parce que je n'étais plus capable d'aller en cours à l'université, je suis plus capable de voir les gens, je n'étais plus capable de me faire interroger. Donc, j'ai essayé de prendre les cours puis de les faire de la maison. Mais certains cours étaient obligatoires, alors c'était très dur pour moi. Mon psychiatre, ce qu'il avait fait pour m'aider, c'est que les professeurs avaient un mot et le directeur aussi de l'université, comme quoi personne n'avait le droit de m'interroger. Donc, en cours, j'arrivais à y aller parce que je savais qu'au moins, si je voulais pas parler, me faire interroger, j'allais pas passer au tableau, j'allais pas faire d'oral, rien. Donc ça, c'était déjà un peu plus facile. Je pouvais aussi aller chercher les cours plus facilement.
Donc, j'ai commencé ma thérapie comportementale et cognitive. Ce qui m'a plu, c'est qu'on n'est pas là à parler puis à savoir le pourquoi je suis comme ça. C'est vraiment dans l'action. Et quand j'y pense au premier exercice que j'ai pu faire, quand je me rappelle le stress que ça m'amène, que ça m'a amené, je trouve ça fou parce qu'aujourd'hui, je me dis, ça avait l'air tellement ridicule pourtant. Et pour moi, c'était vraiment très difficile, c'était intense. Mon premier exercice, il fallait que je choisisse une rue assez passante, que je la monte au complet et que j'essaie de regarder les gens, croiser leur regard. Mais je ne devais pas être accompagnée. Et ceux qui connaissent la phobie sociale, c'est déjà très difficile de pouvoir marcher dans une rue avec un peu de monde et croiser des regards. Mon ex-mari, qui était avec moi à l'époque, m'a accompagnée au bout de la rue, puis m'a dit, je reviens te chercher à l'autre bout. Sur le coup, j'ai cru que j'y arriverai jamais. Puis je l'ai fait parce que au fond de moi, mon but de guérir, c'est oui, je voulais sortir de cet enfer, mais en même temps, je pensais pas que c'était possible. Mais je voulais un enfant, puis je me disais, c'est pas possible, je pourrais pas avoir d'enfant. Je pouvais même pas aller à la boulangerie acheter du pain. Je pouvais pas aller à la pharmacie, j'avais de la misère à aller payer dans un magasin. Souvent, mon ex-conjoint était avec moi tout le temps, puis il faisait des choses pour moi parce que ça me terrifiait, puis parler, c'était pire. Donc, j'ai fait mon premier exercice. Puis, au fur et à mesure que j'avançais dans l'exercice, je me disais, non, j'y arriverai pas. Je veux abandonner, c'est trop dur pour moi. Et je trouvais vraiment que c'était hors de mes forces. Mais quand je suis arrivée à retrouver mon ex-conjoint, il m'a dit, je suis très fière de toi. Et ça m'a quand même donné la lueur pour continuer, mais c'était très difficile. J'ai voulu mettre fin à mes jours parce que pour moi, je valais pas grand-chose. Je voyais pas vraiment d'avenir. Puis je voulais plus rester comme ça. J'en avais vraiment trop. Et j'ai fait une crise de schizophrénie. La schizophrénie, dans le fond, oui, on peut être schizophrène toute notre vie, mais ça se peut que quand on a beaucoup de troubles différents, on fasse des épisodes. Moi, j'en ai fait un. Ça m'a vraiment fait peur. Puis ça a empiré. J'allais dans la rue, puis j'avais peur de me faire attaquer, tuer. J'avais la mort constante autour de moi. Je dormais plus la nuit. J'étais persuadée qu'on allait me tuer. C'était l'horreur. J'arrivais plus à vivre, donc j'avais plus le goût de vivre. Mais j'ai continué la thérapie. Plus ça allait, plus les exercices étaient horribles, mais je me suis accrochée, puis mon ex-conjoint m'aidait vraiment là-dedans. Ça a été très important. Il me comprenait, puis il me poussait, mais pas trop non plus. Donc, ça m'aidait beaucoup. Et dans le fond, je me souviendrai toute ma vie de cet exercice-là. C'est celui qui a changé toute ma vie. Un jour, le psychiatre m'a dit, tu vas dans un magasin, si tu veux, avec ton conjoint, tu vas repérer quelque chose que tu vas acheter. Tu vas repérer combien il coûte. Plus tard, tu reviens toute seule. Tu as l'argent qu'il faut là, pour que ça ne me stresse pas trop. Tu as l'argent qu'il faut, tu le prépares. Tu rentres dans le magasin, tu l'achètes. Mais quand tu arrives pour payer, tu dis une phrase à la dame. Peu importe la phrase, tu dis une phrase complète. Sujet, verbe, complément. Pas bonjour, merci. Vraiment une phrase. Alors, je me souviens, mon ex-conjoint, il avait le droit de m'accompagner devant la porte, mais pas dans le magasin. Oh mon Dieu, je faisais les 100 pas, c'était horrible ce que je ressentais à l'intérieur. Je dis non, je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça. Pourtant, c'est juste une phrase, vous me direz, mais un phobique social, même une phrase, c'est terrible. Et puis, je suis rentrée grâce à ces encouragements. Je suis allée chercher, c'était un toutou en forme de singe, que j'ai toujours d'ailleurs. C'est comme un trophée finalement pour moi. Je suis allée le prendre et là, je suis arrivée à la caisse. Ouf, j'étais dans tous mes états. J'avais très chaud. J'avais mal au ventre. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. J'étais en totale crise de panique. Et je lui ai dit une phrase que je me souviens plus. Je pense que je lui ai dit bonjour, est-ce que ça va bien? Ah, le soleil est magnifique aujourd'hui. Quelque chose de très banal. Et je suis sortie de là, puis j'ai pleuré, mais
ça a été un mélange de pleurs de stress puis de joie parce que ce jour-là, c'était fini. Je le savais, j'avais réussi. J'étais vraiment fière de moi pour quelque chose qui est banal pour les autres et moi, c'était tellement incroyable. À partir de ce jour-là, le vendredi après-midi, je ne travaillais pas. J'étais toute seule à la maison. Avant, bien sûr, je m'enfermais. Et j'ai commencé à sortir. J'ai commencé à aller au centre commercial toute seule. J'ai commencé à aller au Ikea toute seule. J'ai commencé à prendre plaisir à parler aux gens, à me faire des amis. C'était vraiment incroyable. Et ça a vraiment mis un terme à ma thérapie. C'est sûr que toutes les années après, je suis restée quelqu'un de timide, puis avec des fortes angoisses. C'est sûr que j'avais plus la phobie, les tags, les tox, tout ça, c'était fini pour moi. J'avais guéri grâce à la thérapie comportementale et cognitive, mais il me restait vraiment beaucoup de stress dans ma vie qui était quand même assez handicapant. Et il y a 2 ans et demi, j'ai découvert Beachbody grâce à une annonce. Elle disait que ça allait changer ma vie. À l'époque, j'étais en pleine dépression, j'avais plus de chum, je venais de perdre mon travail, ça allait pas bien, je buvais beaucoup. Ça arrivait des fois à 9h du matin que j'avais déjà bu un gros cocktail d'alcool. Je pesais plus de 200 livres, j'avais beaucoup grossi, j'avais très peur encore de l'avenir, j'étais pas confiante, je me trouvais encore stupide. Et j'ai essayé d'intégrer mon premier défi Beachbody, mais ça n'a pas fonctionné. Je me sentais encore pas bien. Puis j'avais même pas envie de lire qu'est-ce que mettait la coach. C'était trop difficile pour moi. Quelques mois plus tard, j'ai décidé de refaire un défi. La coach m'a parlé d'un nouveau programme, donc j'ai décidé de refaire un défi. Puis là, j'ai vraiment fait attention à qu'est-ce qu'écrivait la coach, qu'est-ce qu'elle me disait. Donc, j'ai commencé à faire de l'exercice physique, mais aussi mental, parce que Beachbody, c'est aussi travailler le développement personnel. Et puis, ça a changé toute ma vie. Oui, j'ai perdu du poids, puis j'ai pris confiance en moi, mais c'est pas tout, parce que j'avais pas toujours eu un gros poids dans ma vie. J'ai déjà été mince dans ma vie. Alors, je vous montrerai une photo, je pense, j'avais 19 ans, j'étais de même. Donc, j'ai pas toujours eu un surplus de poids. Donc, c'est pas juste le poids qui a joué sur mon mental, c'est ce que m'a appris la coach, le développement personnel que j'ai fait. Et moi, l'exemple que j'adore donner, c'est qu'à mon divorce, tous les étés, je partais à Québec avec mon fils 3 jours, tout le temps dans le même hôtel, on mangeait tout le temps dans les mêmes restaurants et on faisait tout le temps les mêmes activités parce que j'étais pas capable de faire autre chose, j'étais trop stressée. Mais c'est impossible, une maman, quel exemple ça donne à son enfant? Il fallait vraiment que je change. Puis lui, je me dis, ça m'a vraiment libérée. Le premier été, après avoir fait Beachbody, j'ai loué un canot alors que je n'avais jamais fait. Et j'ai loué une petite île où je pouvais camper toute seule avec mon fils. J'avais jamais vraiment fait de camping. Je suis partie avec mon canot. En plus, il faisait orage ce jour-là. Je suis partie avec mon canot, je suis arrivée, j'ai fait un abri. C'était vraiment... oui, j'ai eu peur quand même, mais j'étais tellement fière de moi. Et on a passé des tellement belles vacances à faire différentes de d'habitude et spontanées, des choses qu'on n'avait jamais fait. C'était vraiment magique. Et ce qui a vraiment mis un terme à tout ce stress, cette phobie, c'est qu'un jour, on m'a demandé qu'est-ce que Beachbody, ça représente pour toi? Et on m'a dit, après avoir lu mon courriel, le monde m'a dit, tu vas dire ça sur scène. Non, moi j'étais phobique sociale, je ne le fais pas sur scène. Finalement, je remercie encore les filles de m'avoir encouragée à être montée sur scène, mais devant 250 personnes, j'ai raconté qu'est-ce que c'est Beachbody pour moi. Et ça a été un des plus beaux jours de ma vie parce que ça a mis un terme à toute ma phobie sociale, tout mon stress incroyable. Ça m'a tellement libérée. Donc, pourquoi je suis coach aujourd'hui? Je vous dis ça vraiment avec beaucoup d'émotion. C'est que je veux aider le plus de monde possible.
Je veux montrer aux gens qui sont stressés que le stress, on peut le contrôler. Ah, c'est pas vrai que je stresse plus, hein? Ça m'arrive de stresser encore et c'est normal. C'est tout à fait normal. Qui ne stresse jamais? Mais on peut le contrôler, on peut vivre vraiment bien avec ça. Et ceux qui ont des troubles plus profonds aussi peuvent croire en eux. J'en suis la preuve. Je me suis, oui, battue. Ça a été difficile, mais ça vaut tellement la peine. Aujourd'hui, je suis toujours mère monoparentale. J'élève mon fils qui a maintenant 8 ans. Puis je suis fière, on fait plein d'activités. J'ai toute l'énergie qu'il me faut, j'ai tout le mental qu'il me faut. C'est vraiment incroyable. Donc, mon rôle de coach, c'est ça, c'est d'aider les autres. Oui, Beachbody, ce sont des programmes de remise en forme, c'est du fitness, mais c'est au-delà de ça. On travaille le mental, puis le but, c'est d'aider chacun, et chacun a des objectifs différents. Donc, je suis là pour vous aider. Puis ma vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a donné un peu confiance et surtout qu'elle vous a donné espoir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé. Puis je vous dis à bientôt.